Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous à l'occasion de la reprise de l'émission Leçons de vie. Cette émission qui avait marqué une interruption du fait du départ de son présentateur appelé à d'autres fonctions. Vous avez été nombreux à réclamer le retour de cette émission. Eh bien, c'est désormais chose faite. Pour le premier numéro de cette seconde saison de l'émission Leçons de vie, nous avons décidé de recevoir pour vous un grand monsieur de la presse nationale et internationale. Un monsieur dont le nom figure dans les annales de notre presse nationale. Il fait partie des précurseurs de cette presse. Pour faire plus ample connaissance avec lui, je vais vous permettre de le découvrir à travers la Bio Express. Leçon de vie reçoit aujourd'hui un baobab de la presse au Burkina. Fondateur des éditions Le Pays, Bourema Jérémy Sigué, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un aîné, comme on aime à le dire, dans le milieu de la presse. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir inspiré plusieurs jeunes qui sont devenus aujourd'hui des journalistes, dit-il quand on lui pose la question. Beaucoup d'entre vous connaissent cet éminent journaliste au parcours brillant dans les grandes écoles et universités du monde. Après l'obtention de son baccalauréat série A à l'école normale de Ouagadougou, actuelle lycée Bokodogo, Bourema Jérémy Sigué sera l'un des premiers étudiants de l'université de Ouagadougou qui à l'époque s'appelait Centre d'enseignement supérieur de Ouagadougou. Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, Centre audiovisuel de l'Université de Montréal, Université de Kansas aux États-Unis, Institut français de presse et des sciences de la communication de l'Université de Paris de Panthéon ont vu défiler le jeune homme séduisant Port Altier et abonné au premier rang entre 1970 et 1974. Avant ses brillantes études en journalisme, Bourema Jérémy Sigué a été un temps enseignant au lycée Philippe Zenda Kaboré. Il sera enseignant stagiaire en 1971 avant de décrocher la bourse pour Dakar et la suite, vous la connaissez. De retour de formation, Bourema Jérémy Sigué débutera comme journaliste à la direction générale de la presse écrite, puis journaliste au centre régional d'information de Bobo. Sa plume se distingue et il sera nommé chef du centre régional d'information de 1977 à 1981. Son ascension est alors amorcée et en 1981, il est nommé directeur de la presse présidentielle. Bourema Jérémy Sigué quittera ce poste une année après pour occuper la direction de la presse écrite nationale et d'éditorialiste de l'hebdomadaire Carrefour africain jusqu'en 1983. C'est la direction de la culture qui l'accueillera cette année même, où il sera conseiller technique de février à septembre. Il sera ensuite et cumulativement chef de service documentation et chargé de formation dans les matières telles que technique et genre rédactionnel et législation de la presse. Sous le régime révolutionnaire de 1984 à 1985, Bourema Jérémy Sigué sera en service à la direction de la presse présidentielle avant d'être nommé rédacteur en chef de la radio nationale du Burkina jusqu'en 1986. Il s'exilera en cette même année en Côte d'Ivoire où il sera tour à tour directeur de rédaction, maquettiste, secrétaire de rédaction et rédacteur en chef respectivement des journaux Stratégie économique, Fraternité Hebdo et le mensuel Voix d'Afrique. C'est nanti donc de près de 20 années d'expérience que Bourema Jérémy Sigué rentre au Burkina en 1991 et fonde le groupe de presse Le Pays. Une belle réussite pour le natif du village de Kalo dans le Yatenga où il est venu au monde en janvier de l'année 1948. Il a l'âge des sages, mais on lui donnerait bien 15 années de moins. Passionné de documentaire et de lecture, le fondateur des éditions Le Pays est l'auteur de 4 ouvrages dont les critiques disent le plus grand bien. L'honnêteté et la rigueur sont ses valeurs premières, un héritage de l'éducation paternelle que lui-même inculque à ses 4 enfants, une fille et 3 garçons. Bourema Jérémy Sigué est ambassadeur citoyen, ambassadeur de la paix, officier de l'ordre national, chevalier de l'ordre du mérite burkinabé et commandeur de l'ordre national. Il a reçu plusieurs dizaines de prix et distinctions. Le groupe de presse qu'il a fondé le 3 octobre 1991 compte aujourd'hui le quotidien Le Pays, l'hebdomadaire Évasion, le mensuel Votre Santé et la station de radio Wendpanga. En bon Yadga, on dit de lui qu'il aime le langage de la vérité. Et cela tombe bien, votre émission également. Vous l'aurez sans doute compris, notre invité du jour, c'est M. Bourema Jérémy Sigué. Bonsoir, M. Sigué. Bonsoir, M. Sarri. Est-ce que cette Bio Express reflète
qui vous êtes. Cette Bio Express reflète exactement, je crois, ce que je suis. Mais avant tout propos, je voudrais d'abord saluer votre initiative et vous remercier pour l'honneur que vous me faites en vous intéressant à ma personne. Je voudrais donc vous dire un grand merci, mais surtout vous souhaiter une excellente année 2019, aussi bien sur le plan personnel, professionnel que familial. Et je suis donc, comme vous l'avez dit, journaliste de formation. Après avoir fréquenté plusieurs écoles, je suis dans ce métier depuis plus de 40 ans. Et je crois pouvoir dire que c'est un métier fascinant. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'essaye, autant que je peux, de répandre l'amour de ce métier-là autour de moi. Là, vous nous recevez dans votre charmant bureau. Combien d'heures environ vous passez dans ce bureau? Parfois 10 heures, parfois 12 heures, parfois 8 heures. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de volume horaire précis. Et donc là, on est tenté de dire que vous passez autant de temps au bureau qu'à la maison. Peut-être même un peu plus de temps, dans la journée en tout cas, au bureau qu'à la maison. Tout au long de cette émission, nous allons effectivement parler de votre parcours professionnel, mais nous allons par moments être emmenés aussi à voyager dans le lointain, depuis votre enfance, depuis votre parcours scolaire, depuis le primaire, le secondaire, l'université, jusqu'à aboutir à ce que vous êtes aujourd'hui fondateur du journal Le Pays, ce journal-là qui fait partie des plus grosses maisons d'édition au Burkina Faso. Monsieur Sigué, pour justement prendre notre envol dans votre biographie, faire le parcours d'une partie de votre vie, parce que pour toute l'expérience que vous avez, il serait très prétentieux de notre part de vouloir ici retracer tout ce parcours, mais nous allons essayer de ressortir la quintessence de cette vie si riche. Pour cela, nous allons aborder dans un premier temps votre parcours professionnel, mais nous allons écouter des témoignages de certains de vos collaborateurs. Sur la personne du fondateur Bourema Jérémie Sigué, je peux vous dire que c'est un travailleur acharné. Parler de Bourema Jérémie Sigué, c'est comme ouvrir une encyclopédie. D'abord, je dois remercier M. Sigué parce que c'est lui qui m'a donné ma chance d'être journaliste, parce qu'à l'origine, je ne suis pas journaliste de formation, mais je suis sociologue de formation. Sur le plan du travail, j'ai juste 2 mots pour le qualifier: un professionnel. C'est vraiment quelqu'un qui a des principes en matière pour le métier de journalisme. En tout cas, on ne peut rien lui reprocher par rapport à tout ça. Cette rigueur professionnelle, je la traduis du moins déjà par sa présence presque quotidienne à toutes les conférences de rédaction que nous tenions. Et ce qui est marquant chez Sigué, il est extrêmement rigoureux dans le suivi de son travail. Et il a horreur des fautes. Quand il prend un article effectivement d'un journal, surtout si un article assez important, il lit à trop de fautes, là il n'accepte pas ça, parce que la qualité d'un article de presse aussi commence. Il y a le fond, mais la forme compte. Parce que pour lui, il n'est pas question de faire avec l'un sans l'autre. Jérémie Sigué n'est pas très sport. Mais quand il prend un article sur le sport, il te dit, bon mon petit, le journalisme, ça ne s'invente pas. Il y a 5 questions, il faut que ton article réponde à ces 5 questions-là. Le quintillus, bon, il ne va pas revenir sur le cours de journalisme. Donc sans connaître le sport, il prend ton papier, il touche une phrase ou deux, et ton papier devient pratiquement une merveille. Et ça, chaque fois je lui demandais, mais comment il fait? Il me dit non, ça va venir avec le temps. C'est l'expérience. Mais franchement, il faut avouer que quand il retouche ton papier, tu te reconnais même plus, tu te dis, mais je suis devenu un petit génie. Quand les gens lisent, ils disent, ah ouais, là, il a fait un bel article. Mais c'est parce que derrière
ce petit journaliste, il y a un grand pédagogue. L'homme est un peu dur. Monsieur Bouhema Jérémie Sigué, il faut le dire, et certains le lui reprochent aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était... il n'avait pas sa langue dans la poche en ce qui concerne certaines choses. Donc forcément, en tant qu'adulte, tu te dis que tu te fais traiter comme un enfant. Donc c'est pour dire qu'en français plus facile, hein, en français plus facile, ce sont des choses qui nous aident aujourd'hui. C'est vrai, au début, on pouvait considérer ça comme des frustrations, mais aujourd'hui, on les prend comme des leçons de vie qui nous aident aujourd'hui à travailler. Je me rappelle que souvent, quand nous, on partait en mission, il y a des moments où on se retrouvait un peu comme des orphelins. Parce que les autres organes de presse, dans les autres organes de presse, le journaliste, quand il va en mission, on lui alloue déjà un petit budget pour que lui-même il se prenne en charge au cas où. Mais nous, on partait toujours sans rien et on comptait toujours sur celui qui s'occupe, les organisateurs, pour nous loger, pour manger. Donc c'est ça qui était c'était un peu difficile. Tellement il est rigoureux ici sur certaines questions que, par exemple, quand les journalistes voulaient, en son temps, je sais que les journalistes voulaient les per diem et autres, il estimait que ce n'était pas normal qu'effectivement un journaliste aille en reportage et qu'on lui donne des per diem. Et que s'il y avait peut-être des ressources, on aurait pu payer effectivement à la rédaction pour faire une sorte de publié, pour assurer qu'on paye la couverture, parce que le journaliste est déjà payé à la fin du mois, il a un salaire, donc il n'y avait pas de raison effectivement qu'on lui donne des per diem, parce qu'il pensait aussi que les per diem contribuent aussi à, comme on appelle, ça peut, comme on dit, ça peut faire glisser, c'est le gombo peut faire glisser un peu la plume du journaliste. Rigueur, professionnalisme, dur, à la limite austère. Est-ce que ces mots résument vos traits de caractère professionnel? Je crois. Je crois. En tout cas, la rigueur est une valeur à laquelle je suis très, très attaché. Et la qualité du travail est une nécessité dans notre métier. Et la qualité procède généralement aussi de la rigueur. On est en train de se demander quelles ont été les motivations réelles pour la création du journal Le Pays. Parce qu'à entendre les uns et les autres, le journal Le Pays constitue plus une école qu'une entreprise. Il y en a même qui ont qualifié Le Pays d'atelier de formation. Oui, oui. Alors, les motivations sont de plusieurs ordres. Je suis quelqu'un qui croit avoir des idées notamment en rapport avec la démocratie, avec la défense du faible, de la veuve et de l'orphelin. Je suis quelqu'un qui est attaché également à l'alternance politique, démocratique, et je suis très très attaché à tout ce qui touche à mon pays. La Haute-Volta d'abord, ensuite le Burkina. Et de ce point de vue, je suis très intransigeant par rapport à la liberté. Donc la raison principale serait le besoin de justice, voilà, qui vous aurait amené à justement fonder ce journal. Oui, justement, quand vous parlez de journal, l'on sait aussi qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été en exil. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, je suis parti effectivement en exil 2 ans, 3 ans, ou plus exactement entre 2 et 3 ans, 2 ans après la survenue de la Révolution. Quand la Révolution a éclaté en août 1983, je faisais modestement partie des journalistes qui ont porté la Révolution, avec des articles dithyrambiques. Quand on écrivait, c'est à peine si on ne bavait pas, parce qu'on avait vraiment des idées à défendre. Et donc, nous avons porté la Révolution. Mais entre-temps, j'ai constaté qu'il y avait des dérapages
non pas au niveau du sommet, mais au niveau de la base, qui était essentiellement incarnée par les comités de défense de la Révolution. Certains étaient justes, certains étaient revanchards, vindicatifs. Pour certains, l'honnêteté était mise en avant, mais pour d'autres, l'esprit de revanche surtout était mis en avant. Et il fallait s'en prendre à tout ce qu'on n'aimait pas, on ne voulait même pas voir en peinture. Et je faisais partie de certains de ces gens-là qu'il fallait absolument abattre. Et de ce point de vue, j'ai beaucoup souffert de la Révolution. Et donc, je me suis dit que bon, la terre est vaste, j'ai mes diplômes, je vais changer un peu de patrie, de terre du moins, pour voir si je ne trouverais pas beaucoup plus de compréhension et de mansuétude, et afin de pouvoir au moins faire ce que je crois juste d'être fait. Loin de la famille, loin des proches, en exil, comment avez-vous vécu ça? Ouais, je suis allé effectivement hors du Burkina, hors de la Haute-Volta, et plus exactement à Abidjan d'abord, avec cette intention de continuer devant, si Abidjan ne se montrait pas prospère à mon égard. Et je suis donc allé là, j'ai posé mes valises là, et 2 semaines après, j'ai eu du boulot, j'ai eu du travail, et j'étais seul là-bas d'abord. Ma famille n'était pas, était toujours en Haute-Volta. Ma famille ne m'a pas suivi dans mon exil, dans un premier temps du moins. Et donc, quand j'ai commencé à avoir mon premier salaire, ensuite mon deuxième, mon troisième, ben, j'ai commencé donc à penser à faire venir ma famille. Donc, disons que à Abidjan, de Houphouët-Boigny à l'époque en tout cas, je me suis vraiment bien senti. D'abord tout seul, ensuite avec ma famille. Et quand mes enfants étaient arrivés, bon, ils ont même pu bénéficier de bourses. Parce que Houphouët-Boigny ne faisait pas de distinction entre comment les Ivoiriens et les étrangers. Voilà, si vous travaillez bien, si votre enfant travaille bien, il bénéficie d'une bourse. C'est ce qui est arrivé à tous mes enfants d'ailleurs. Ils ont tous été bénéficiaires de bourses ivoiriennes, jusqu'à ce que nous revenions ici. D'accord, nous aurons l'occasion justement de revenir sur le volet famille. Mais avant, le professionnel que vous êtes, avec un regard rétrospectif, je pourrais dire, sur ce qu'a été ce métier, ce qu'il est aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pouvez donner à la jeune génération de journalistes? Ce métier est un très beau métier. Et c'est un métier où on vient pour défendre des valeurs. Et ces valeurs-là doivent absolument être positives. Elles doivent être très, très différentes de certaines valeurs que des journalistes ont eu à défendre. Je pense notamment à la radio 1000 Collines, qui défendait autre chose que des valeurs positives. Ce métier est très beau parce qu'il vous donne l'occasion de vous exprimer et il vous donne l'occasion de permettre à des gens aussi de s'exprimer et de toucher plusieurs personnes en même temps. Et ce métier est très beau parce que il touche la conscience humaine. Il chloroforme la conscience humaine, l'esprit humain. Donc, il faut tout faire pour que cette chloroformation se fasse dans le bon sens, sur des bases de valeurs sûres. Donc, en résumé, c'est un métier noble, il faut noble, des valeurs pour pouvoir l'exercer. Ce qui nous permet justement de tomber sur la deuxième partie de cet entretien, à savoir votre vie de famille, votre vie en société. Mais avant, nous allons pouvoir suivre un extrait d'un membre de la famille.
Alors, à la maison, nous avons connu un père hyper formidable. C'est un père qui est toujours présent, qui s'est beaucoup sacrifié pour nous, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour notre scolarisation. Au niveau de la maison, il y a peut-être plus de rigueur, même, moi je dirais, parce que nous, on a eu une éducation quand même assez rigoureuse. Voilà. On faisait pratiquement tout à la maison, nous-mêmes. Les vacances comme ça, par exemple, c'est nous, on lavait les voitures, on faisait le jardinage, on faisait la cuisine. Il renvoyait tout le monde, hein. C'est à la rentrée que les gens revenaient. Ce que je retiens le plus, c'est quand il nous disait chaque fois, élève ton enfant en sultan et il deviendra esclave. Ça, c'est une phrase mémorable qui a été un leitmotiv pour moi. Et je l'ai toujours dans ma tête, toujours. Donc, c'est une phrase que je vais transmettre à mes enfants pour qu'ils sachent que la vie, ce n'est pas vraiment ce que l'on voit, mais il faut un peu plus de rigueur pour avancer dans la vie. On n'a jamais fait quelque chose sans associer papa. Voilà. Il connaissait les qualités de tout un chacun, dans quel que soit le domaine. Voilà, donc il nous a guidés. Moi, je dis je voulais faire médecine ou pharmacie ou maths physique à l'époque, et puis il m'a dit faire médecine. La présence de papa est quasi permanente. Papa, c'est quelqu'un qui est vraiment omniprésent dans notre vie. Tous les jours, pratiquement, on a de ses nouvelles. Tous les jours, on s'appelle pratiquement. Quand on a des soucis, c'est notre premier référent. Donc, il est constamment présent à travers même ses petits-enfants, à qui il rend beaucoup visite à la maison. Donc, il est toujours présent. Alors, le trait de caractère qui était un peu gênant pour moi, pas que je n'aime pas, parce qu'avec la maturité, on se rend compte que ce n'est pas aussi mauvais, mais ce qui était gênant pour moi à l'époque, c'était une générosité sans limite, en fait. Donc, il aime beaucoup partager, il aime beaucoup donner, il aime s'investir pour les autres. Et bon, nous, on ne comprenait pas ça quand on était plus jeune, en fait, parce que tu as besoin de quelque chose, tu demandes à ton papa, il ne te le donne pas, mais tu vois que des gens viennent et puis ils en ont plus, ils partent avec plus, quoi. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était plus des gestes plus humains envers des gens qui avaient besoin d'aide. Papa, je t'aime. Voilà. Nous souhaitons que tu sois toujours présent à nos côtés. Tu as été un modèle pour nous, tu t'es sacrifié. Tu n'as pas vraiment eu de la jouissance à travers ton travail pour toi-même. C'est nous qui en avons profité. Donc nous te disons vraiment merci, 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 papa. Réaction par rapport à ce témoignage de votre fils, Daouda Sigué, médecin. Ben, je crois qu'il est sincère dans ce qu'il vient de dire. Et je n'ai rien à ajouter. Pour vous, que devrait être le rapport d'un père à son enfant ou vis-à-vis de ses enfants, entre la limite du père fouettard et du papa cool, parce qu'à écouter votre fils, on semble avoir un mix des deux. Voilà. Quel devrait être le rapport, la relation entre père et enfant? Une relation de cordialité, une relation d'amour, une relation de responsabilité. Parce que les enfants, comme dit Amilcar Cabral, c'est la fleur de notre combat. Donc de ce point de vue, il faut bien les suivre. On a une responsabilité, j'allais dire, divine devant les enfants. Et il faut les guider, et il faut les inspirer. Il faut essayer du mieux que l'on peut d'être un bon exemple pour les enfants. Sinon, vous les dévoyez et vous les entraînez vers la perdition plus tard. Donc, parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain, il faut donc être très vigilant par rapport à son éducation. Il faut le suivre et il faut l'élever
non pas dans la facilité, mais également dans la rigueur. Parce que tant qu'il est en famille, il n'y a pas de problème. Mais quand il va se retrouver dans la société, s'il n'a pas connu une éducation de rigueur, une éducation de responsabilité, ben vous en faites un raté parmi les hommes. D'accord. Et vis-à-vis de l'épouse? Vis-à-vis de l'épouse, il faut beaucoup de compréhension. La femme, c'est notre âme sœur. Il faut être disposé toujours, par principe, à la comprendre, jusqu'à ce que vous ayez des preuves contraires à votre bonne disposition à son égard. Donc il faut être attentif également. Donc attention, compréhension, et puis mutualisation de vos efforts pour mieux affronter ensemble la vie. Vous êtes aujourd'hui un homme qui s'est remarié à la suite du décès de votre première femme. Comment est-ce que vous avez vécu cette disparition de votre première femme? Très difficilement. J'ai été très marqué et j'ai été, j'allais dire, abasourdi. D'abord par son mal, que ce fut un AVC que j'ai essayé de traiter pendant plus de 18 ans. Et ça a été une période très difficile. Mais elle a récupéré progressivement, peu à peu. J'ai fait venir des médicaments d'un peu partout. D'ici, du Burkina profond, des pays de l'étranger, des pays de la sous-région et même d'Europe. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais pour qu'elle retrouve sa santé. Mais un ressort s'est cassé dans ma vie. Et lorsqu'elle a attrapé justement, elle a été frappée par ce mal. Mais elle a traîné le mal pendant 18 ans. Mais ça l'a pas. Je voudrais ici saluer sa mémoire parce que ce fut une femme très courageuse et qui a supporté son mal et qui a toujours été entourée d'abord par ses enfants et par moi-même et par ses parents. Et donc, ça a été une période très difficile. Et il ne faut même pas souhaiter ça à son ennemi, pour ainsi dire. Parce que ça vous surprend, ça vous attaque subitement, ça vous surprend, ça vous paralyse. Et il y a un travail à faire pour remonter vraiment la pente. Et c'est un travail très difficile. Pouvez-vous nous dire deux qualités de votre désormais seconde épouse, quand on sait qu'après un coup dur, on perd parfois goût à la vie? Voilà, quelles sont les deux qualités qui ont plus ou moins milité à ce que vous puissiez vous remarier? Elle m'a donné progressivement la force de vivre. Elle m'a redonné le goût de la vie. Et c'est une femme, j'allais dire, battante, très active, et qui vous contamine, si vous voulez, sa vaillance et son désir de vie. Donc, j'ai pu, à cause d'elle, justement, recevoir une sorte de baume dans mon cœur. Ça m'a vraiment aidé à remonter la pente, aussi bien en matière de vivre, mais en matière de travail. Vous avez eu deux mariages dans votre vie. On souhaite que cette dernière soit la plus fructueuse qui soit. Du haut de cette expérience de marier, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes couples quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de couples, justement, connaissent des difficultés et parfois cela finit par le divorce? Je dirais aux jeunes de prendre pour arme, pour la vie en couple en tout cas, la foi. La foi en l'église, la foi en la mosquée, la foi, d'avoir la foi et de confier son sort au ciel. Il faut bâtir le couple
sur le ciment de la foi en Dieu. Et je dirais ensuite qu'il faut beaucoup de compréhension mutuelle. Et il faudrait également beaucoup d'attention à l'égard de son conjoint. Il faudrait également savoir avoir beaucoup d'empathie du moins. L'empathie doit être mutuelle quand elle se retrouve dans une situation donnée ou quand le conjoint se retrouve dans une situation donnée, vraiment compatir et vraiment faire face ensemble. Mais je crois que l'élément central pour la stabilité du couple, c'est vraiment la compréhension, c'est vraiment l'échange. Il ne faut jamais se claquemurer dans le silence. Lorsqu'il y a un problème, il faut parler. Et ça, on finit toujours par s'entendre et même parfois par s'excuser et par se pardonner. Le poison le plus mortel dans un couple, c'est vraiment le silence, la bouderie perpétuelle, l'absence de dialogue. Et puis le reste vient par surcroît. Vous est-il déjà arrivé de faire de la médiation dans un couple en difficulté où vous aviez dû trouver les mots pour soit parler au mari ou à la femme afin qu'ils puissent se remettre ensemble à nouveau? Oui, je répondrai par l'affirmative parce que je suis plusieurs fois témoin. Vous pouvez raconter une anecdote dans ce sens, sans citer de nom bien entendu. Bon, c'est un rapport avec en fait l'incompréhension. C'est toujours l'incompréhension. Parfois le mari qui ne rentre pas tôt à la maison. Il y a plusieurs motifs, mais j'ai pu souvent concilier en tout cas les deux conjoints, réconcilier les deux conjoints et qui me savent gré. Et bien souvent, après mon passage, ils réussissent à recoller les morceaux et la vie continue. Et j'aime à dire que partout c'est comme ça, hein. J'ai une couple, parce que même entre la langue et les dents, il arrive qu'il y ait manquement. Et donc il faudrait savoir que la vie de couple, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a toujours de temps en temps des petits soubresauts, des petites incompréhensions. Et donc ce n'est pas une fatalité. Une bagarre, une situation, ce n'est jamais une fatalité. Et il faut toujours se dire que ce n'est pas un obstacle, j'allais dire, rédhibitoire. Ça peut être toujours résolu. On peut toujours surmonter les obstacles pour que la vie continue. Et quand on arrive à surmonter justement les obstacles, la vie devient parfois même un peu plus belle qu'avant. Père attentionné, mari prévenant, collaborateur rigoureux, l'on est bien tenté de nous demander d'où vous viennent ces différentes valeurs. Ce qui nous amène justement à aller très loin dans votre enfance pour voir l'éducation que vous avez reçue, mais déjà parler de votre famille, votre père, votre mère, vos frères et sœurs. Par rapport à... Je parlais surtout de mon père, parce que c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Parce que la maman était toujours gentille, hein, pratiquement comme toutes les mamans, un peu excessivement compréhensive parfois. Mais le père, ce n'était pas le cas. Il était extrêmement rigoureux. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'est parce qu'il m'aimait beaucoup aussi, qu'il était très rigoureux avec moi, parce qu'il ne tenait pas à ce que je sois un raté parmi les hommes. Donc, je me souviens d'une anecdote, qui est souvent, qui se base sur des faits que j'ai souvent suivis. Quand il y a une bagarre, quand je sens que je vais être vaincu, ben je me sauve.
je cours et je viens à la maison. Si pour mon malheur, mon papa est là, que je le rencontre à la porte, il me dit repars, terminer ta bagarre, il ne revient pas. Alors, et quelquefois, quand je suis reparti, j'ai eu le dessus de la bagarre. Donc, on comprend bien ce que vos collaborateurs disent quand ils disent qu'ils ne comprenaient pas très bien votre rigueur en son temps, pour ne pas dire votre austérité. C'est par la suite qu'ils l'ont compris. C'est pareil pour vous. Votre père, vous ne compreniez pas en son temps son austérité ou du moins son caractère très sévère. C'est par la suite que vous l'avez compris. C'est par la suite que j'ai compris. Et je m'amusais souvent avec des choses, avec des enfants de ménage quand j'étais bien sûr en Côte d'Ivoire, dans ma tendre enfance, quand mon papa m'envoyait et que je revenais lui faire le compte rendu. Et j'avais toujours cette tendance à lui faire le compte rendu en baoulé. Et chaque fois que je me trompe et que je lui fais le compte rendu en baoulé, je recevais une gifle, une claque. Il dit, il faut parler mon rêve. Il faut parler mon rêve. Voilà, entre autres. Tout petit déjà, à l'école primaire, vous alterniez aussi bien votre scolarité que des travaux champêtres. Comment vous parveniez justement à cumuler ces différentes activités? Les dimanches, les jeudis, il n'y avait pas école. Les jeudis, les dimanches, donc on allait au champ. Ou alors on partait chercher du bois de chauffe pour la cuisine, soit pour la femme de l'instituteur, du maître, soit pour la logeuse. Donc on alternait. Il n'y a que vraiment le soir, à partir de 19h, que c'est vraiment, on a le repos, quoi. Et là également, il fallait jouer avec ses frères, ses camarades d'âge. Et il y avait la lutte. On apprenait à lutter. Et vraiment, c'était bon. Il y avait des sports initiatiques auxquels on s'adonnait. Et tout ça, bon, faisait partie en fait de la formation de l'homme que j'étais appelé à devenir. Tout de suite, vous avez aimé l'école ou c'est par la suite que l'amour pour l'école est venu? J'avoue que je n'ai pas aimé l'école tout de suite, parce que je ne savais même pas pourquoi on m'amenait là. Surtout qu'à l'époque, à notre époque, c'était vraiment la pédagogie du bâton. On nous tabassait et il y avait toujours un élève qui prenait le nom des bavards. Et il ne fallait pas parler quand le maître sortait, quand le maître était absent du moins. Il fallait rester là sagement assis, en train de faire quelque chose. Mais en tout cas, il ne faut pas bavarder. Et quand vous avez le malheur de ne pas être aimé par celui qui prend les noms des bavards, chaque fois votre nom, quand le maître revient, votre nom est sur la liste. Et moi, c'était mon cas, parce que jusqu'au CE1 d'ailleurs, et j'avais tout le temps mon nom sur la liste des bavards. Alors que je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Je fermais pourtant ma bouche, je ne bavardais pas. Et c'était... Alors tout ça me faisait que l'école me dégoûtait. Et j'en voulais même à mon papa. Surtout que les autres étaient restés au village, et ils ne sont pas à l'école. Donc, parce qu'en classe, c'était chaud, pour ainsi dire. Dehors également, c'était chaud. Parce que dehors, c'est le jardinage. Voilà. C'est le jardinage. Hors la classe, c'est le jardinage. Quand c'est jour ouvrable, bien sûr. Et donc, d'un côté comme de l'autre, vraiment, la vie était très, très difficile à vivre en tant qu'écolier. Voilà. L'une des craintes que certains parents ont souvent, ce sont les mauvaises fréquentations. Est-ce que vous en avez eu, comment est-ce que vous en êtes de fait? Avec l'âge qui était le mien, je ne savais pas si telle fréquentation était bien ou n'était pas bien. Donc j'y allais, c'est peut-être là le ciel qui vous sauve parfois. Sinon, bon, les classes promenades, on les faisait ensemble, on sortait ensemble, hors des heures d'école. Et donc, on n'a pas tellement le sens des valeurs positives quand on a à peine 12 ans ou 10 ans. Et c'est un peu compliqué.
La chicotte a joué un rôle majeur dans votre éducation. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, quels conseils pourriez-vous donner à vos enfants et au-delà de tous ceux qui ont leur âge, qui ont des enfants, qui sont aujourd'hui vos petits-enfants, dans le cadre de leur éducation? Faut-il toujours utiliser la chicotte ou avec du recul, vous pensez qu'il y a d'autres méthodes? Moi, je crois qu'il faut savoir trouver le juste milieu entre les deux. Il faut savoir trouver le juste milieu. Pas la chicotte permanente. Et il faut alterner la chicotte douce hein, avec la pédagogie, une pédagogie soft. Même en tout cas, la chicotte, je me dis que la chicotte permanente, je pense que c'est dépassé aujourd'hui. Parce que ce fut une autre époque. Et je crois qu'il faut aller vers une amélioration vraiment de la pédagogie et de la psychopédagogie. Et je pense que c'est plus adapté au temps moderne aujourd'hui. Sinon, l'enfant ne vous comprendrait pas. D'accord. Nous allons encore marquer une pause pour suivre le témoignage de vos collaborateurs. La plupart des journalistes qui sont partis des éditions Le Pays aujourd'hui sont sortis de ce laboratoire de formation avec les armes nécessaires pour fonder leurs propres entreprises. Tous ceux qui sont partis du pays n'ont pas été rien. Ils partent parce qu'ils ont appris suffisamment. C'est pour devenir des responsables d'entreprises de presse. On sent qu'ils ont eu suffisamment de bagages. Ce n'est pas pour être du simple rédacteur dans un organe. Où ils créent leur organe, ou s'ils y vont, ils vont ailleurs, c'est pour être chef. Ce qu'il faut retenir d'un passage au pays, c'est qu'on y apprend beaucoup. On y apprend beaucoup, aussi bien dans le cadre du métier, mais on apprend aussi à dominer soi-même, effectivement, certaines, comment on appelle, en tout cas, on se force une certaine personnalité, en plus d'être journaliste en sortant des éditions Le Pays. Moi, je crois profondément que la plupart de ceux qui sont passés par là, et qui ont été effectivement des gens qui se sont donnés au métier, qui ont écouté, qui ont essayé de travailler avec toute la rigueur qu'il faut, ils sont sortis effectivement avec quelque chose. Et Dieu seul sait combien on est aujourd'hui à être sorti des éditions Le Pays et à pouvoir s'en sortir. Ça veut dire qu'on a appris des choses et qui nous suivent aussi dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Ben, j'allais simplement dire le mot classique, merci. Mais derrière mon merci, Sigue n'a qu'à savoir que je le considère comme le père que j'ai perdu assez tôt. Sigue, je souhaiterais que la chance me soit encore offerte de travailler à ses côtés. Sigue, je souhaiterais que les confrères qui viennent au métier aient la chance de travailler au sein de sa rédaction. Et je souhaiterais qu'il ait davantage de temps pour séjourner au sein de sa rédaction, pour l'intérêt de notre métier, pour l'intérêt de notre profession et pour la formation sur le tas qu'il doit toujours continuer de dispenser à la jeune génération. Quelle réaction à nouveau pour cette deuxième séquence de témoignages? Et ils me connaissent mieux que moi je me connais. Donc je fais confiance. Je crois à leur sincérité. Aujourd'hui, pensez-vous avoir réussi votre vie? D'abord, qu'est-ce que réussir sa vie? Certains auteurs estiment que si, par le biais de votre vie, d'autres ont pu se réaliser, vous auriez vécu utile. Et de ce point de vue, je suis fier de la vie que Dieu m'a donné de vivre. De ce point de vue. Parce qu'aujourd'hui, sur la base des témoignages aussi que nous venons d'entendre, je me sens heureux et fier d'avoir été utile, comme vous l'avez dit, à quelque chose. À vous entendre, la vie n'a pas forcément été toujours rose. Vous avez traversé des moments difficiles. Il vous a fallu vous battre pour être là où vous êtes aujourd'hui. Nous avons justement posé cette question à l'un de vos collaborateurs, à savoir s'il devait retenir quelque chose des valeurs de M. Bourema Sigue, que dirait-il?
Je souhaiterais que vous posiez la question au fondateur lui-même parce que je vais simplement vous demander de regarder le logo du quotidien Le Pays ou des éditions Le Pays et de lui demander quel sens il donne à ce logo. C'est la réponse à votre préoccupation. Justement, c'est quoi la signification du logo du journal Le Pays? Il y a le triangle et puis, comment dirais-je, le cercle. C'est un peu de la géométrie. Et la géométrie, c'est quelque chose vraiment de sacré. Et les anciens Grecs géomètres qui avaient l'habitude de se rencontrer en un lieu avaient écrit au fronton de ce lieu-là que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et comme vous le savez, le cercle, c'est une figure irréprochable, une figure parfaite. Et le triangle, c'est également une figure qui renferme beaucoup de mystères. Et le triangle, 3 est un chiffre sacré. Même quand on est religieux, quand on a la religion, on peut le comprendre. Quand on est catholique, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est la Trinité. Donc, c'est un peu ça, je m'inspire un peu de ça, sans trop y comprendre grand-chose moi-même. Mais je crois que c'est un chiffre qui m'a... Le cercle m'a toujours attiré, le triangle m'a toujours attiré. Comme une force irrésistible qui m'attire quand je vois un cercle, quand je vois un triangle. Où allez-vous chercher l'énergie nécessaire quand vous êtes face à des situations difficiles? Et dans la foi. C'est-à-dire tout le temps à l'église, tout le temps à la mosquée, parce que c'est vraiment Sigué, Jérémie. Oui, à l'église. À l'église. L'église. D'accord. Et je n'ai jamais désespéré de Dieu. Jamais, jamais. Quand j'ai une épreuve, je me dis que Dieu est au courant de cette épreuve. Ça finira par se tasser. Et cette épreuve est peut-être même pour mon bien. Et ça se terminera toujours par le bien. Et même quand j'étais en exil, c'est la foi qui m'a beaucoup aidé à vivre. Et à croire en des lendemains meilleurs. Parce que Dieu aime, Dieu est amour. Passons justement à la rubrique corbeille, où vous seriez appelé à tirer dans une corbeille un bout de papier qui va vous amener à vous prêter à un jeu. Soit M. Sigué va danser, soit chanter, soit une récitation de sa tendre enfance. Les premiers sentiments sont toujours les meilleurs. J'enlève le premier. D'accord. Chant. Chant, d'accord. Donc, une chanson, un refrain. À la claire fontaine bleue, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si pure que je me suis baigné. Bon, je pense que ça va, c'est une... D'accord. Donc, on a justement eu un bout de cette chanson. C'est en quelle classe, ça, cette chanson? Hein? En quelle classe? Oh, c'est CM1, hein, CM1. Le CM1. Oui. D'accord. Donc, ça se voit que M. Sigué vraiment n'était pas un très grand fan des chansons. Mais j'aime bien les chansons. Vous aimez bien les chansons. Oui, Aujourd'hui, merci. vous écoutez la musique dans vos Ah oui, passe-temps? beaucoup. Quels sont les artistes que vous écoutez? Mais particulièrement la musique religieuse. La musique religieuse. Quand Vous avez des noms oui. ou des œuvres? Comme Élysée. Élysée. Et particulièrement les chansons d'Élysée. Et puis, la petite fille, là, Saint-Poré. Et puis, qui encore, là? Des chorales, comme les chorales Ebenezer, la chorale de Tampouy, la chorale de Boulimérou, ainsi de suite. D'accord. Donc, M. Sigué est très religieux dans ses chants.
Voilà. Je les préfère. Voilà. J'aime bien la musique profane. Ok. Voilà. Mais quand ma préférence, c'est vraiment les musiques. Aujourd'hui, là, ma préférence, c'est les musiques religieuses. Ok. Eh bien, nous passons à la rubrique souvenirs où vous serez amené à commenter des photos. Nous avons cette photo. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Ma jeunesse, mes belles années de jeune homme. Vous alliez en boîte danser dans les booms, comme ça se disait? Non. Moi, quand j'ai commencé à travailler, ma priorité, c'était pas les boîtes. C'était d'abord construire une maison, un toit. Ok. Voilà. Okay. Voilà, donc ça, c'est mes vertes années, ça. Ok. Ensuite, nous avons cette photo. Ça, c'est ma chambre à l'université de Dakar, au pavillon A. Et on était 2 par chambre. Et ça, c'est un ami sénégalais de l'université également. On partageait la même chambre. Vous avez gardé les liens avec certains de vos amis, certains de vos promotionnaires? Bien sûr. D'accord. Oui. Ensuite, celle-là. Ça, c'est à l'université de Montréal. C'est le bas-côté sur le boulevard Édouard Montpetit. Où je passais à côté, et puis un camarade de Centrafrique, un condisciple. On avait fait une photo. Et voilà, je l'ai gardé. Aller étudier à Montréal, au Canada à l'époque, la tentation d'y rester ne vous a pas effleuré l'esprit? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, beaucoup d'Africains justement pensaient que l'Afrique c'était l'enfer. Il fallait aller en Europe quand ils avaient l'opportunité d'y rester. Beaucoup sont justement restés. Non, moi j'ai toujours aimé vraiment mon pays, honnêtement. Okay. Je n'ai jamais eu cette tentation. Celle-ci. Voilà, ça c'est à Washington. À partir du Canada, on était allé donc aux États-Unis. Et là, on était en train de se promener et un ami, toujours la promotion, m'a fait cette photo. D'accord. À voir justement les photos, on dira que M. Sigué avait du style, avait du goût. C'était très branché. C'était à vous d'en juger. Est-ce que c'est un heartbreaker, comme disent les Anglais? C'est possible. Voilà, un séducteur caché. C'est là? Ça, c'est à Paris. Et sur un pont qui passe sur la Seine. D'accord. L'avant-dernière. Voilà. Ça, je venais de me marier il y a à peine une année, un peu plus de 15 mois après, la naissance de mon deuxième fils, qui est aujourd'hui le directeur général des éditions du pays. Ok. D'accord. La dernière? Voilà, ça c'est mon épouse actuelle. Voilà. C'est elle qui m'a redonné le goût à la vie. Okay. Et qui a fait que j'ai pu vraiment remonter la pente. Ok. Eh bien, merci pour les commentaires faits sur ces différentes photos, ces différents souvenirs. Donc, justement, toujours les photos souvenirs. Oui. Ça, c'est quand j'étais en 5e. D'accord, en 5e. Oui. Est-ce que vous étiez bagarreur? Non, je ne suis pas bagarreur. Mais quand il y a la bagarre, j'assume. Ensuite, cette photo, vous avez été décoré, justement? Oui, j'ai été décoré là, en 2015, comme commandeur de l'Ordre national. Voilà. La photo de votre père? Oui, c'est la photo de mon père, qui est mort en 14 juillet 1993. Nous avons un portrait juste derrière, avec Sidoya mentionné en haut. Oui, c'est ça. Oui. Bon, Sidoya a fait de moi leur ambassadeur. C'était du temps de Rabaki et Zida. Et je le remercie d'ailleurs d'avoir eu cet égard-là.
Qui est justement passé par ici également. Voilà, il est passé par ici, effectivement. Oui, oui. Et moi aussi, je suis passé d'une certaine façon par Sidoya. Par Sidoya. À l'époque, c'était... Voilà. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, au-delà du journal, il y a eu d'autres projets que vous avez menés à bien. Il y a eu d'autres journaux comme le journal Votre Santé, que votre maison édite. Les éditions, le pays qui édite toujours le journal Évasion, qui est plus consacré à la culture. Mais en dehors de ces différents journaux, vous sembliez écrire beaucoup, surtout ces derniers temps. Comme s'il y a des choses que vous n'aviez pas pu dire dans le journal et que votre temps serait désormais consacré à l'écriture. C'est vrai. Et effectivement, je consacre une bonne partie de mon temps à l'écriture, et ce depuis ces 3 dernières années. Et parce que j'estime que le journal, c'est bien, mais dans un livre, on s'exprime encore beaucoup plus longuement. Justement, vous avez écrit « Faut-il désespérer de l'Afrique ?» Ensuite, « Le sel ou le poison », votre deuxième ouvrage. Le troisième ouvrage, « La faillite morale d'un chef d'État ». Et le quatrième ouvrage, « Qu'as-tu fait de ton beau pays ?» C'est ça. Et celui-là, c'est le tout dernier. C'est le tout dernier. Je pense que c'est une question qui tombe à point nommé quand on sait qu'aujourd'hui, effectivement, nous parlons beaucoup d'incivisme au Burkina Faso. Ce n'était pas le cas à votre époque, apparemment. Quel conseil, justement, vous pouvez donner à cette jeunesse pour qu'elle remette au centre des choses l'amour de la patrie? D'abord, il faut qu'il aime, justement, sa patrie. Comment est-ce qu'on aime sa patrie? Comment vous avez appris à aimer votre patrie? Et comment eux devraient apprendre à aimer leur patrie? La patrie, quand on aime son père, quand on aime son grand-père, quand on aime sa mère, quand on aime sa grand-mère, qu'il est possible d'ailleurs d'avoir connu. Et je pense que la patrie, dans sa dimension très restreinte, c'est déjà ça. Et si vous les aimez, vous aimerez bien votre terre natale, votre patrie. Et si vous aimez les gens de votre quartier, si vous pensez que l'amour, c'est le premier bien que Dieu ait donné à l'homme, aimer, vous aimerez votre patrie. Et je pense également qu'il y a le concours également de l'école qui doit justement aider les hommes, les enfants à aimer leur patrie, les jeunes à aimer leur patrie. Et je parle précisément de cet aspect des choses dans le livre « Qu'as-tu fait de ton beau pays ?» Je parle justement de l'instruction civique et morale que nous avons malheureusement abandonnée et que d'une certaine manière on commence à en trouver l'utilité et donc à reprendre. Donc, sans l'amour de la patrie, vous n'avez même pas la géographie de votre pays. Il faut connaître son pays, il faut aimer ses parents, notamment ses ascendants, et toutes choses qui pourraient justement vous amener à apprécier hautement votre patrie. Mais on l'aime davantage quand on l'a quitté. Ceux qui n'ont jamais quitté la patrie peuvent avoir l'amour de leur patrie, mais amour pas en majuscule mais en minuscule. Mais si vous avez quitté votre patrie et qu'ensuite vous revenez, vous aurez eu tout le loisir d'avoir beaucoup d'éléments d'appréciation qui vous permettent d'aimer davantage votre patrie. Et les anciens disent d'ailleurs que la meilleure façon d'aimer fort sa patrie, c'est d'abord de la quitter et ensuite de revenir. Un ouvrage qui vous aura marqué particulièrement, que vous pourriez recommander à nos téléspectateurs? Quand j'étais à l'école normale, j'ai lu l'école normale actuelle Bogodo. J'ai lu Le Grand Maulne. Le Grand Maulne. Voilà, Maulne. De Alain Fournier, où l'amitié était très exaltée, très célébrée. C'est vraiment un ouvrage qui est une ode
à l'amitié et à la fidélité. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai lu également Stendhal, à travers Le Rouge et le Noir, un très beau livre qui m'a marqué, où le rouge et le noir, le rouge c'est l'église, le noir, c'est vraiment... Et j'ai lu également Camara Lai, à travers L'Enfant Noir. Et voilà des ouvrages vraiment qui ont, j'allais dire même, sédimenté des valeurs en moi. 3 citations qui vous ont marqué, que vous voudriez bien partager avec nos téléspectateurs. Je citerai plutôt, j'ouvre les guillemets, tout ce qui est soumis à la loi de l'origine est soumis à la loi de la cessation. Tout ce qui est soumis à la loi de l'origine est soumis à la loi de la cessation. Petit commentaire sur cette citation. C'est vrai, tout ce qui arrive finit par passer. Que ça soit bon ou que ce soit mauvais, ça finira un jour par passer. Et il faut rester dans la foi pour que quand c'est bon, ça dure le plus longtemps possible. La liberté ne meurt jamais. Et je suis un homme qui est très attaché à la liberté. Parce que la liberté, ça va de pair avec la dignité. Et la troisième citation, je dirais, j'ouvre les guillemets, que celui qui n'a jamais souffert est indigne du bonheur. Celui qui n'a jamais souffert est indigne du bonheur. Parce qu'en réalité, celui qui n'a jamais souffert ne saurait même pas apprécier le bonheur à sa juste valeur. 2 proverbes dans votre langue maternelle qui font sens pour vous. Le dites d'abord dans la langue, ensuite en français. Je sais Nyagate. Voilà de bon jougou. Nana nana. La panampa unko ndogode. Traduction. Traduction. Il faut savoir patienter. Il faut cultiver la vertu de la patience. 2e proverbe. C'est parce qu'il y a la main droite que la gauche ne mange pas. S'il n'y a pas la main droite, la gauche va manger. Eh bien, nous avons pu faire le tour des différentes questions avec le fondateur du journal Le Pays. Ce que nous retenons, c'est qu'il faudrait être rigoureux et professionnel. C'est le conseil donné à l'endroit, justement, des journalistes. Il faut, dans l'éducation des enfants, laisser tomber la chicotte à outrance et privilégier la chicotte douce de temps en temps, mais surtout la psychologie et la pédopsychologie. S'écouter et faire preuve de compréhension dans le couple, pour ce qui est des conseils à l'endroit des jeunes couples. Aimer sa patrie, et ce, d'un grand amour, pour ce qui est des conseils à donner à l'endroit de cette jeunesse burkinabé qui doit porter le Burkina Faso. Sur ce, nous sommes le thème de cette émission, mais nous allons avant donner la parole à notre invité pour qu'il puisse dire un dernier mot. Le dernier mot, ça sera en rapport avec BF1, que j'ai du plaisir à regarder. Et j'ai d'autant plus de plaisir à regarder là que certains de BF1 sont passés ici au pays. Notre rédacteur en chef en particulier. En l'occurrence. Et qui dit grand bien du journal Le Pays. Donc, l'autre mot que j'ai à dire, c'est vraiment vous dire merci encore une fois d'avoir pensé à ma modeste personne. Et j'ajouterai en ce qui concerne mes confrères journalistes, particulièrement à l'endroit des jeunes, il faut non seulement de la rigueur, du professionnalisme, mais également de l'humilité. Parce qu'un journaliste qui n'a pas comme ceinture l'humilité est un journaliste à qui une grande qualité manque. Si vous vous armez d'humilité, si vous recourez tout le temps à l'humilité dans tout ce que vous faites, vous obtiendrez beaucoup d'informations. Vous obtiendrez
vous aurez beaucoup de sources d'informations. Mais si vous vous présentez déjà en tant que grand connaisseur, celui qui sait tout, vous risquez d'avoir des informations, vous risquez de ne pas avoir une belle masse d'informations. Donc l'humilité. Et je dirais également de faire très attention quand les gens vous félicitent, parce que vous avez fait un beau travail, vous avez fait ceci, vous avez fait tout est bien, tout est parfait, tout est parfait. Il faut prendre pour règle de ne jamais tomber dans l'autosatisfaction et de croire toujours qu'on peut mieux faire. Croire toujours qu'on peut mieux faire, ne pas tomber dans l'autosatisfaction. Tels sont les conseils à l'endroit des journalistes, qui sont également les derniers conseils de l'invité. Sur ce, nous mettons un thème à notre émission, tout en espérant que vous avez eu du plaisir à suivre cette émission. Pour ma part, j'ai eu un énorme plaisir justement à la présenter. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Merci.